Je ne vous le dis pas, mais c'est avec un grand plaisir et un grand sourire que je vous retrouve, mesdames, messieurs, ce soir à ce rendez-vous du Forum des rédactions. Cette émission que vous aimez suivre pour être au parfum de l'actualité, pour suivre donc les analyses des analystes politiques et les jeunes, ces jeunes-là qui aiment donc faire la lecture de l'actualité politique. Ils sont une fois encore invités sur ce plateau pour donc faire ce débat avec moi. L'actualité, oui, c'est beaucoup de choses cette semaine. Parce que hier nous avons terminé donc par ce rebondissement avec le Niger, mais nous avons voulu nous intéresser à cette tournée gouvernementale qui s'est donc achevée par Cotonou. Depuis quelques jours, vous avez suivi les membres du gouvernement dépêchés sur le terrain pour une tournée gouvernementale pour expliquer aux populations ce qui a été fait pendant 8 ans de gestion du pouvoir talon, du pouvoir de la rupture. Et donc, cette émission sera essentiellement consacrée à cette tournée et les éléments de langage. Est-ce que tout a été coordonné comme cela se disait? Quel boude il y a eu et qu'est-ce que nous pouvons donc relever comme point fort, comme point à améliorer en ce qui concerne cette tournée gouvernementale? Y a-t-il des subtilités, des non-dits? Est-ce que cette tournée n'annonce pas d'autres subtilités ou pas? Nous aurons le temps de voir quelles seront les positions d'analyse de nos analystes politiques, de nos débatteurs sur donc ces questions. Vous le savez, autour de ces tournées, c'est l'occasion pour les populations aussi de louer donc le gouvernement en place, de chanter et de danser. On va voir un peu, est-ce que vraiment c'est de gaieté de cœur que ça se fait ou est-ce que c'est des orchestrations? On fera tout ça, on fera toutes ces lectures. Donc aujourd'hui, cette émission sera donc consacrée à la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Quelle analyse faire donc de cette sortie des membres du gouvernement? Pour en parler, nous avons sur ce plateau 2 débatteurs. Mesdames, Messieurs, vous avez maintenant une idée de tout ce qui va se passer en 52 minutes sur ce plateau. Observons une courte pause avant de vous présenter les débatteurs. Eh bien, pour réaliser cette émission, c'est Marcel Yedo qui est à la réalisation avec Gérard Roussa qui est au son. Modeste Rondekondi, et c'est grâce à lui que vous nous suivez sur les différentes plateformes YouTube, Facebook et sur notre site internet www.benin-iden.tv. C'est Martin Toinset qui est à la diffusion de cette émission. À ma droite, il est de retour Stéphane Arinoukhosou. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Oui, Mauril, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs qui ont pris déjà rendez-vous pour nous suivre et suivre les différentes analyses que nous allons faire ici en plateau. Merci d'être venu discuter de la tournée gouvernementale et ses méandres. Et donc, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci infiniment d'être venu. À ma gauche, c'est bien Oumar Adéanjou. Oumar Adéanjou, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous avez accepté de venir répondre à mon invitation. Merci pour le dévouement. Tout plaisir à toi. Le décor est à planter. Madame, Messieurs, si vous venez à l'instant de nous rejoindre, sachez que nous parlons tout de suite de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Quelle analyse faire de cette sortie des membres du gouvernement? Troisième sortie, troisième tournée gouvernementale en 8 ans, tournée de reddition de comptes en 8 ans. Mesdames, Messieurs, nous avons vu des ministres, des directeurs de sociétés parcourir des kilomètres, parcourir tout le Bénin seulement en quelques jours, aller au contact des populations, tenir des propos, convaincre les populations. Certains propos ont suscité des polémiques, d'autres des réflexions et tout. Que peut-on dire de façon globale de cette tournée gouvernementale? Oumar Adéanjou, était-il nécessaire d'aller au contact des populations pour un tel exercice? Oui, je dirais qu'au-delà même du fait que c'est normal, enfin que c'est nécessaire, je dirais même que c'est normal. C'est la moindre des choses
qu'un État, enfin, qu'un gouvernement, que des autorités à qui on a donné mandat pour faire un travail durant un certain nombre d'années, arriver, ne serait-ce qu'à mi-chemin ou vers la fin, reviennent vers la population et disent voilà ce qu'on a pu faire, voilà ce qu'on n'a pas pu faire et voilà ce que nous comptons faire de mieux dans les prochains jours. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est même très bien. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Maintenant, moi je dirais même que peut-être que c'est même un exercice qui n'est pas très souvent fait. Oui, une tournée c'est bien. Au-delà des tournées, il faut permettre également aux journalistes nous qui sommes les porte-voix des populations, puissions également poser d'autres questions sur des plateaux, qu'on puisse discuter réellement, qu'on puisse faire de vrais débats. Voilà. Peut-être cet aspect-là aussi, il faudra y réfléchir. En ce qui concerne la tournée de reddition des comptes, c'est parfait, c'est très bien. Concernant cet aspect, je pense quand même que le gouvernement le fait. Et puis actuellement, peut-être dans quelques jours, ils attendent peut-être la fin de la tournée. Sinon, des enregistrements sont en cours. L'on reçoit, les journalistes reçoivent les ministres sur les plateaux pour leur poser des questions par rapport toujours à cette reddition de comptes. 7h par 7h, que ce soit ministre du Commerce, que ce soit ministre des Affaires étrangères et autres. Donc peut-être dans quelques jours, vous allez pouvoir voir ces émissions sur les plateaux. Espérons, et ce que nous espérons également, il ne faudrait pas qu'on prenne seulement parmi nous des gens très bien cadrés, à qui tout est dit d'avance, qu'on a bien briefé. Il faudrait qu'on prenne des gens comme ça aussi, au pif, dans tous les médias. Pas seulement des médias peut-être proches. Pour aller coller les ministres. Voilà. Non, mais pas forcément coller, poser les bonnes questions. C'est important. Les bonnes questions. Oui, il faut poser les bonnes questions. C'est notre travail. Être à la voix de tous ceux qui ne peuvent, de tous ceux dont la voix ne porte pas. Voilà, c'est ça notre travail. Aider chacun à pouvoir exprimer son opinion. Dans quel exercice se trouve le gouvernement? C'est un exercice de communication. Oui, et pour des exercices de communication, ce n'est pas des personnes qu'on prend au hasard pour venir sur un plateau poser des questions au ministre. Non, donc vous savez comment ça se fait. Vous êtes communicateur. Oui, donc si vous préparez votre communication comme ça, dites-moi comment ça se fait. Je ne peux pas le dire ici. Voilà, vous savez mieux que moi. Vous savez mieux que moi. Auparavant, on sait comment ça se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, un journaliste peut se lever au Bénin et dire Monsieur le ministre, adressez son courrier, normalement, on veut vous avoir sur tel plateau. Vous croyez qu'il aura gain de cause, on va lui donner une réponse favorable, le ministre viendra, comme peut-être ça se fait il y a peut-être, je ne sais pas moi, 20 ans en arrière au Bénin. Non, moi je ne pense pas. Donc il faut peut-être élargir un peu cette communication-là du gouvernement, permettre vraiment que l'opinion publique puisse être informé en temps réel de tout ce que le gouvernement fait. C'est important aussi. Le gouvernement fait beaucoup de bonnes choses que moi je salue tout le temps. Okay? Mais il faut qu'on communique mieux, il faut qu'on donne la parole également aux journalistes. Je suis journaliste, je ne peux que défendre cette cause-là également. Très bien, je vais me tourner vers mon cher Stéphane. Stéphane, vous avez suivi cette tournée, je le disais tantôt, c'est pour la 3e fois que le gouvernement organise donc une telle tournée de reddition de comptes. Oumar souhaite que ça soit fait plus régulièrement, mais est-ce nécessaire cette tournée selon vous? Est-ce nécessaire d'aller au contact des populations? Est-ce que le gouvernement et les populations ne voient pas tout ce que le gouvernement fait? Oui, je pense que pour en venir à la préoccupation, je vais juste emboîter le pas à mon confrère Oumar pour dire qu'en réalité, ce qui se passe actuellement, tu l'as bien évoqué, c'est la 3e fois, donc ce n'est pas un fait tout à fait inédit. Ce n'est pas un fait tout à fait inédit dans la mesure où, par le passé, ou au cours d'un certain nombre d'années passées, nous avons vu sous d'autres règnes, sous Kérékou, on a vu des ministres battre le macadam, on a vu des ministres aller dans les villages pour expliquer ce que fait le gouvernement. Sous Yahi, sous Kérékou et sous Yahi, on a vu des ministres demander aux populations de marcher et de louer les louanges du gouvernement en place. Sous Yahi, on en a vu pour pouvoir recevoir de la promotion. On en a vu sous Yahi avec une certaine fréquence. Nous sommes d'accord. Donc, ce n'est pas un fait tout à fait inédit, comme je le disais, que ce gouvernement décide de faire une tournée ou une reddition de comptes par rapport à tout ce qui a été fait. Je trouve que c'est quand même non seulement opportun, mais important
par rapport aux actions qui sont menées par ce gouvernement. Deuxième fait que je veux évoquer, n'oubliez pas que nous sommes dans un régime démocratique et que ceux qui sont au pouvoir ont toujours cette tendance à s'y accrocher. Et donc, en fin de régime, ceux qui sont restés dans les sérails du pouvoir vont vouloir s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, il va falloir exposer aux populations pour les convaincre de ce que le gouvernement qui est finissant là a pu faire de bon en leur faveur. Donc, si c'est le propre de tout politique de pouvoir maintenir le pouvoir, c'est donc normal qu'il se fasse aimer par la population. Même si Machiavel estime que le propre du chef, c'est d'être craint que d'être aimé, dans un régime démocratique, il serait préférable pour les gouvernants d'être aimés, puisque c'est les populations qui leur confèrent leur mandat. Donc, je pense que ce que le gouvernement fait en fin de mandat, c'est dans la perspective de renouveler le pouvoir, de reconquérir le pouvoir. Et pour reconquérir le pouvoir, il faut pouvoir dire aux populations, voilà ce que nous avons fait. Reconquérir le pouvoir après 2 mandats? Oui, reconquérir le pouvoir. Constitutionnel? Oui, pas pour le chef de l'État qui est finissant, mais pour les ministres qui veulent encore revenir dans un autre gouvernement. Dans un autre gouvernement, puisque le régime là va vouloir se maintenir. Ça se comprend mieux. D'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait mauvais, c'est opportun pour le régime qui est là. Ensuite, on peut maintenant s'interroger, et là j'en viens à ta question, si tu peux me la refaire. Parce oui, que la question c'est que est-ce que les populations ne voient pas? Les populations voient. Ne voient pas ce que fait le gouvernement. Est-ce qu'on a besoin d'aller à leur contact? Oui, est-ce que ce n'est pas des frais que cela coûte au gouvernement? C'est le contribuable qui saigne. Oui, ces ministres qui sont allés sur le terrain, c'est du carburant, c'est des frais de mission, oui, n'oubliez pas que... c'est beaucoup d'autres charges dont personne n'en parle. N'oubliez pas que on ne peut pas gérer un pouvoir sans communication. Et que nous sommes notre population est pour la plupart analphabète. Et ça, il faut en tenir compte. Et cette population ne mesure pas toujours tout ce qui est fait en termes de dépenses, en termes de réformes, mais peut-être en termes d'infrastructures. Quand on prend les routes, quand on prend l'eau, ça peut se voir. Mais en termes d'électricité, ça peut se voir. Puisque cette population-là en bénéficie directement. Ça les impacte directement. Mais quand on prend des réformes administratives, des réformes fiscales, des réformes, je ne sais pas, au niveau de la régie financière, etc., quand on prend des réformes administratives, quand on prend ces réformes-là, les populations analphabètes ne maîtrisent pas toujours. Quand on prend les milliards qui sont dépensés en termes de coûts, les populations ne sont pas toujours informées. Donc, il y a des données techniques qu'il faut pouvoir fournir aux populations pour qu'ils aient les éléments nécessaires pour apprécier à leur juste valeur tout ce que le gouvernement fait. Donc, ce n'est pas que les populations ne voient pas, mais il y a des données complémentaires qui peuvent les amener à mieux apprécier ce que le gouvernement fait. Et je pense que d'où il est important d'aller au contact des vous comprenez finalement pourquoi je dis qu'on doit mettre le cadre en place également pour que les journalistes puissent faire leur travail au mieux également cette fois-ci. Vous comprenez? Parce que tout ce que la population ne voit pas, là où la population ne peut pas voir au-delà, c'est aux journalistes de pouvoir poser les questions pour aller au-delà et permettre à la population finalement de se faire une bonne opinion de tout ce qui est en train d'être fait. C'est nécessaire. Mais tout récemment, le journal Matin Libre a jeté une pierre dans la mare en disant mais que coûte ces sorties pour le contribuable béninois? Oui, je veux même dire, comme Oumar, si tu me le permets, comme Oumar le disait, quand on sait que la population clame sa faim. Écoutez, et que l'on peut lire sur les réseaux sociaux que des gens rassasiés vont expliquer à ceux qui ont faim pourquoi ils ont faim. Oui, on va pouvoir situer les responsabilités. Allez-y. Premier élément, c'est que on ne peut pas gérer un pouvoir politique sans la communication. Et je disais que Oumar a souligné un élément très important. Là où on peut incriminer ce gouvernement, c'est que
dans la dynamique qui a été mise en place pour aller vers les populations, il n'y a pas eu un déploiement communicationnel qui ait impliqué un certain nombre de journalistes. Et étant entendu que quand on voit, les journalistes ont souvent été lésés sous ce régime, il faut avoir le courage, n'est-ce pas, donc de l'affirmer haut et fort. Et donc, on n'a pas senti, parce que si les ministres, les DG, ce sont eux seuls qui vont vers les populations, je ne crois pas, sans l'accompagnement des journalistes, des professionnels des médias, je ne vois pas l'impact que cela puisse avoir sur les populations de façon concrète. Mais vous irez parler français dans un coin de Tchoumi à une masse de population qui ne comprend pas français, alors qu'il y a des membres de délégation qui parlent les langues locales. Je ne refuse pas, mais en termes de relais, d'explication pour disséminer l'information au sein de la population. Parce que il faut s'appuyer sur les radios locales, voilà, communautaires. C'est pourquoi je dis... C'est là où on dit le journaliste... C'est pourquoi je dis que les journalistes doivent être impliqués. Maintenant, cela a un coût. Quand un gouvernement décide de faire une tournée de reddition de comptes, ça a un coût. Et cela est dans la gouvernance. Parce que si vous confiez vos ressources à quelqu'un de les gérer, c'est normal qu'il revienne vers vous pour dire, voilà comment nous les avons gérés. On ne peut pas exclure cela des dépenses publiques. Je trouve que ça n'a pas de prix. C'est important. La reddition de comptes n'a pas de prix dans un système de gouvernance participative. Voilà. Donc, mais si vous permettez, vous avez dit tout à l'heure que ça se faisait aussi avant. Moi, j'aimerais revenir sur ce point-là. La manière dont ça se fait aujourd'hui est vraiment une très bonne manière. Ça ne se fait pas comme avant. Avant, mais c'est à tout bout de champ. Un ministre qui est mécontent il crée un mouvement, il crée une messe, il crée une marche, et finalement, on l'écoute, et voilà. Ou bien quelqu'un qui a envie d'un poste, il va marcher dans son village avec quelques dizaines de personnes derrière lui, et voilà. Il y avait tellement de manières qui n'étaient pas très, on va dire, ça marche très orthodoxes. Voilà, des marches de soutien, des messes d'action de grâce, des choses comme ça. On a vu aujourd'hui, on ne fait plus ces choses-là. Reddition de comptes était très fréquente. Oui, mais c'était très fréquent, c'était mal fait. Ça, il faut le dire. C'était très mal fait. Il faisait ça d'une priorité. Oui, mais c'était très mal fait. C'était très mal fait. C'était très mal fait. C'était à tout bout de champ. On voulait expliquer tout en même temps. Voilà. Et quand ce régime est venu, lui, il a voulu faire table rase de tous ces mauvais comportements-là, on va dire. Mais finalement, il a lésé, comme on a dit. Et nous qui sommes tout le temps au contact des populations, qui allons tout le temps au contact des populations, on n'a pas pu faire réellement notre boulot. Je pense que c'est le moment aussi de leur dire, nous pouvons faire également le travail à leur côté, pas forcément pour dire que ouais, le régime a bien fait, non, mais pour aider les populations à mieux comprendre, parce qu'il y a des éléments qui sont d'ordre technique qu'on doit pouvoir expliquer également aux populations. Il y a des éléments qui sont, qu'on doit voir, par exemple, une route qui est faite. Vous voyez, la population, quand les gens sortent dans la rue, je ne dis pas que les Béninois sont des Nia ou des Nigos, non. Mais quand ils sortent dans la rue et qu'ils voient une route bien faite, belle et tout, ils se disent tout de suite que c'est bien, il a arrangé le pays. Mais il faut que le journaliste aussi aille, il faut que l'intellectuel vienne derrière et qu'il explique, mais attention, ce n'est pas seulement pour que ce soit beau, mais c'est pour que la libre circulation des personnes et des biens soit une vraie réalité, pour que le prix des transports diminue, pour que. Donc toutes les conséquences sociales que peuvent avoir par exemple une route, la population peut ne pas l'apercevoir immédiatement. Ça va coûter cher au ministère, ça va coûter cher à l'État. Pourtant, eux, ils déplacent des membres de la délégation, faire le tour du Bénin, ça ne pose aucun problème. Donc, oui, vous allez coûter cher au gouvernement, vous allez engager des frais de mission qui vont revenir cher au gouvernement. On a dit la reddition de compte. Donc, il vaut mieux parler de la reddition de compte doit coûter ce que ça coûte. Il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut le faire vraiment dans les règles de l'art. Il faut associer tout le monde. Voilà. Ce n'est pas qu'on quémande du travail, mais c'est notre passion. C'est ça qui nous porte. C'est ce dont nous vivons. Eux, ils font de la politique. Ils aiment bien la politique. C'est leur passion à eux. Donc, nous, si on a notre passion, permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, permettre à chacun de pouvoir exprimer ce qu'il est, sa profession. C'est important. C'est important. Je veux même ajouter et compléter. Parce que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que... En quelques minutes, oui, en quelques minutes, bien évidemment. Est-ce que
en fait, les populations se disent, bon, on a faim, les gens viennent. C'est vrai, hein, c'est vrai. Dans une certaine mesure, on a comme l'impression, celui qui vit dans un château n'a pas la même réalité que celui qui vit dans une chaudière. Il ne pense pas de la même façon. Donc, c'est la façon dont, en fait, c'est ce que nous vivons qui détermine notre conscience. Donc, je pense que les ministres qui viennent avec leur véhicule, avec tout frais, etc., les populations peuvent se dire, voilà des gens rassasiés qui viennent nous déverser toute leur aisance, etc., etc. Mais on doit pouvoir comprendre qu'à côté de ça, c'est des gens à qui on a confié la gestion du pays et que c'est tout à fait normal qu'ils viennent, même si ce n'est pas forcément vu d'un bon œil. C'est quand même intéressant qu'ils fassent cette réédition de compte-là. Très bien. Allons maintenant un peu plus vers la réalité des choses qui ont été dites sur le terrain pour nous en convaincre, suivant cet extrait de Maître Diogbenou, qui était du côté de Cotonou, précisément à PK3, si je ne me trompe, pour pouvoir donc expliquer des choses aux populations. Suivons un extrait de ses propos. Social, alors que les Guinéens, les Carrés, à mon way. Social, les Timor, le blower, tout le blower. Social, les Timor, le blower, tout le blower. Social, le blower, tout le blower. Social, le blower. Boycott. Au Carabicien, l'immigration, il boycott. Et blower, oui, social au bleu, pour aller aussi comprendre pour peu les corps, pour y couvrir, pour mettre pour qui aller en bleu, social au bleu, pour arriver mon nom tomber, social au bleu, pour grève blondée, pour vie, mon si à sommeil, pour mon si toto social et néo, à terme parmi ton le social et le ton social terre et colombo pour tout le monde social et l'onglo pour bien conduire le commun et à mon dodo et dans mon fille à son et dans mon lycée professionnel et dans mon lycée social et l'onglo pour combien de bénétoires bio voyons leur voix victimée et dans mon commune l'impi bon mais on est clé on a ya ouari pour la salle mais il y a qui on a moi l'idée pour la ya social et tout à tête parmi tout et en bloc social et en bloc bon hôpitaux de zone les clients il a équipé social et en bloc bon combien de hôpitaux les clients il a mon lycée professionnel parce que nous sont nous écoulons pour alors et nous sommes nous y a moisson nous écoulons pour tard ni ouais nous blodons et nous moisson moins et ouais sont et non lycée professionnel et bien blodons social et néo minano qui même ton filet non vie ton lait donc quel pas alors quel pas social ouais et le social et dans son bon mémé to rôle intérieur il y a un droit point ou médior et le social est pas vrai social dans son tour on doit pas ou médior social est pas vrai bon nous comptons une qui même million et voilà, vous avez suivi les propos de Maître Joseph Fifame Diogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau. Et vous savez, il s'est exprimé en patois. Et je sais que cette émission est suivie sur le plan international. Maître Joseph Diogbenou expliquait donc, pour le résumer, qu'il existe
sociale. Lorsqu'on parle de réalisation sociale, il y a deux aspects. L'aspect social qui fait régresser le pays. Par exemple, lorsqu'on parle de la route Cotonou-Boycon, qu'il faut reprendre à tout bout de champ, ça fait régresser le pays. Un social qui concerne les grèves et autres, ça fait régresser le pays. Mais l'autre social qui fait développer le pays, selon Maître Fifa Medjogbenou, c'est ce social-là où l'on peut construire des hôpitaux un peu partout dans le pays, l'on peut construire des lycées, l'on peut faire des routes un peu partout dans les communes. Et donc, lui, il mise plus pour le social qui fait développer le pays que le social qui fait régresser le pays. Voilà en résumé l'expression tenue par le président de l'Union progressiste de renouveau à Cotonou lors de cette tournée gouvernementale de reddition de comptes. Je me retourne maintenant vers vous, Oumar. Stéphane, vous avez suivi Maître Fifa Medjogbenou. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Je veux déjà dire que je suis de ceux qui pensent que nous devons vénérer nos élites. Le professeur Fifa Medjogbenou est une éminence grise que nous respectons beaucoup en termes d'intellectualité. Mais là, je veux oser dire que je ne partage pas tout à fait son point de vue. Je ne partage pas son point de vue dans la mesure où ce distinguo ou cette démarcation qu'il fait est plus, je veux dire, est plus politique que concret. Dans la mesure où la route Cotonou-Boycon ne fait-il pas partie de ce qu'on peut appeler un social? Si la route Cotonou-Boycon n'est pas bien faite, le transporteur, compte tenu des difficultés qu'il rencontrera sur la route, augmentera le prix du transport. Et lorsqu'il augmente le prix du transport, qui en pâtit? N'est-ce pas le consommateur? N'est-ce pas les populations? Donc, faire les routes, je veux dire que ça participe du social. Il n'y a pas de distinguo ou de démarcation à faire à ce niveau. De deuxième chose, quand il évoque les grèves, cela me laisse un peu perplexe, dans la mesure où nous avons vu le même professeur Fifa Medjogbenou par le passé, sous le régime Yahi, où on parlait du mercredi rouge. À la faveur de quoi le professeur Fifa Medjogbenou et la suite on peut avoir cette estime de la population, si ce n'est pas par les grèves, par rapport à un certain nombre de prises de position. Donc moi je trouve que dire que les grèves ne font pas partie du social, ce n'est pas tout à fait juste, parce que c'est vouloir ôter le droit d'expression qui est un principe fondamental dans un régime démocratique. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on doit pouvoir le dire, et c'est constitutionnel de gréver. Ça n'empêche pas, n'est-ce pas, donc un hypothétique social. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, de ce point de vue-là, je ne partage pas fondamentalement son point de vue. Mais lorsque le chef de l'État disait qu'il fera de son deuxième mandat un mandat hautement social, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, ce à quoi s'attendaient les populations, c'est que le panier de la ménagère s'améliore, c'est que le pouvoir d'achat s'améliore, c'est qu'on ne soit pas, on n'ait pas de difficultés à pouvoir aller sur le marché pour acheter les produits de première nécessité. C'est que la morosité économique que vivent les populations, que cette morosité-là connaisse une certaine accalmie. C'est que ceux qui ont été, sortis, enfin, ceux à qui on a pris leur emploi, voyez-vous, ceux qui ont été licenciés dans certains domaines, dans certains secteurs, que ceux-là soient réintégrés. C'est ça le social à quoi pensaient les populations. Donc je trouve que venir dire que c'est les lycées, c'est bien, on est d'accord avec les lycées, on est d'accord avec les hôpitaux, on est d'accord avec les routes dans les communes, on est d'accord avec tout ça, on est d'accord avec tout ça. Mais n'oubliez pas, ce slogan sous feu, en fait pas feu, qu'il m'en excuse, Nicéphore Soglo, pavé ou Minadoua, est-ce que c'est les pavés qu'on va manger? Donc au-delà des hôpitaux, au-delà des routes, au-delà des routes bitumées, au-delà de tout ça, il y a l'aspect
l'argent là, est-ce que ça circule? Est-ce que ça circule? Est-ce qu'il y a une répartition juste et équitable, n'est-ce pas, donc des ressources de l'État? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à mon avis, le professeur Fame Diogbenou a tenu un langage politique et on le comprend. D'ailleurs, dans son rôle, il l'a si bien fait et c'est un coup qu'il a donné aux opposants politiques, pas parce que c'est un langage quand même politique qui s'adresse à ceux qui se connaissent. Je me tourne vers vous, Oumar. Oui. Vous avez suivi le développement. Oui, j'ai suivi le développement. Ouais. Vous avez suivi également les propos du professeur Fame Diogbenou. Réaction. Voilà, petite précision par rapport aux propos du professeur Diogbenou. Il a dit les routes mal faites en réalité. Il faut comprendre, les routes qui, quelques jours après, les routes où on a détourné tout l'argent, la grande portion de l'argent qui devait permettre de faire la bonne route. Finalement, on a eu des routes qui donnent des nids de poules à quelqu'un. Ça, c'est le mauvais social. C'est ce qu'il dit. Ces routes-là, ça, c'est le mauvais social. Parce que les routes aujourd'hui que le gouvernement Talon fait sont de bonnes routes. Voilà. C'est déjà bien qu'ils comprennent que nous devons aller dans l'explication aux populations du fait que le pays change, le pays est beau. Il faut expliquer ce qu'il y a en dessous. Il faut dire aux populations ce qu'il faut voir au-delà de chaque infrastructure qui est mise en place. C'est très important. Et je pense que le professeur Diogbenou l'a très bien compris. Il le fait, il l'a fait, bon, très bien. C'est vrai que en même temps, c'est des pics lancés aux adversaires politiques. Moi, je me dis, est-ce que c'est le moment de lancer des pics? Moi, je ne pense pas. Mais il faut faire la reddition de comptes jusqu'au bout. Expliquer clairement qu'il y a du social qui se fait à travers donc ces infrastructures, à travers ces routes, à travers ces hôpitaux, etc., etc. Donc, c'est important de pouvoir le dire. Et tel qu'il a dit, je pense que les populations pourront également comprendre et c'est le moment pour le gouvernement de comprendre que ce type-là de communication est important. Ça veut dire que quelque part aussi on nous écoute parce qu'on a dénoncé le fait qu'il n'y avait pas les personnes peut-être appropriées aussi pour aller au contact des populations. Je ne sais pas si vous me comprenez, on l'a dit sur ce plateau une fois, que les personnes qui y vont ne sont pas forcément les plus habilitées à bien. Il faut de bons tribuns. Et je pense que le professeur Diogbenou parle très bien aux populations. Il a parlé même en langue locale et je pense que tout le monde l'a très bien compris. Maintenant, attention aux éléments de langage. Peut-être qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Avant d'aborder les éléments de langage, parlons d'ailleurs de ces propos qui font polémique aujourd'hui également, tenus quand même par une figure, je vais dire, importante de la République, la première vice-présidente de la République. Je voudrais nommer Mayam Tchabitalata, qui était également au contact des populations à Alada et qui aurait tenu des propos suite à une dame qui s'est exprimée et qui a voulu un peu plus, qui a plus de voix et tout. Et donc, pour aller dans son sens, elle aurait dit qu'il faudrait donc accorder un peu plus de temps au chef de l'État. Mais on l'a souvent entendu dire, la première vice-présidente dit dans ses propos souvent, si vous voulez que le chef de l'État continue, accordez-lui un peu plus de temps, alors qu'il ne reste que quelques mois pour la fin du mandat du président de la République, les démocrates qui estiment qu'elle a violé la Constitution, puisqu'elle a donc dit qu'il faudrait, elle a semblé dire qu'il faudrait lui accorder un troisième mandat. Réaction? Oui, moi je pense déjà, elle a dit sur un ton d'humour aussi, il faut prendre cela en compte. C'est un ton d'humour, donc finalement, moi personnellement, ça ne me gêne pas outre mesure. Nous sommes sur le terrain politique, il y a des boutardes comme ça qu'on lance et que voilà, chacun essaie d'interpréter à sa manière. C'est sa manière de faire de l'humour peut-être à elle, parce que nous, notre loi fondamentale est bien claire et tout le monde sait ce que la loi dit. Maintenant, que cela gêne des partis politiques, mais à eux, enfin, nous sommes dans un état de droit. Chacun a le droit d'assigner qui il veut devant une juridiction. Les juridictions sont là, c'est à eux s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'elle dit, bon, écoutez, qu'ils interpellent des décisions, qu'ils disent ce pourquoi ils ne sont pas d'accord et que les juges et donc départagent tout le monde. Voilà un peu, moi, mon avis par rapport à ça. Sinon, la loi fondamentale est claire. Le président Talon également a été clair. Bon, moi, je ne vois pas le débat que cela devrait susciter, normalement, à mon avis.
On peut également citer beaucoup d'autres personnes qui peut-être, vous parlez de boutades, on fait des boutades au cours de cette tournée dans la République. Est-ce que Marcel peut nous afficher Matin libre de ce vendredi? Matin libre de ce vendredi qui dit que Diogbenou accuse les coqs en ce qui concerne donc la cherté du maïs au Bénin. C'est aussi au cours de cette journée, de cette tournée, quand on sait que la cherté du maïs, à ce propos, le chef de l'État a effectué une sortie formelle, a fait un discours et a estimé que le maïs est sorti du pays et a dit par quel couloir le maïs sort. Et donc des dispositions ont été prises. Quelques semaines après, on constate que les coûts ont baissé. M. Diogbenou accuse les coqs, dit Matin libre. Oui, je pense que le confrère a trouvé une titraille pour nous faire sourire ce matin. Mais avant d'en venir, je veux rebondir sur ce qu'a dit Oumar tout à l'heure. C'est vrai que le chef de l'État, on connaît sa position. C'est vrai que la loi fondamentale est claire. Le chef de l'État ne peut plus rempiler. Il l'a exprimé lui-même. C'est également clair. Et il faut pouvoir le dire de façon honnête, même si on peut admettre des boutades comme tu le dis, il y a quand même, compte tenu d'un certain nombre de contextes, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Parce que non seulement ça n'arrange pas la mission qu'elle est censée faire, mais ça n'arrange pas également le chef de l'État. Ensuite, si on admet que c'est une sorte de boutade, on peut également dire que sans faire de la psychanalyse, on peut dire que c'est un lapsus qui peut dénoter d'un sentiment profond. Et si dans l'entourage du chef de l'État, des idées comme ça sont nourries, ça peut inquiéter. Pas forcément nous, mais ça peut inquiéter les adversaires politiques qui veulent à tout bout de champ trouver des choses pour attaquer. Donc je pense que c'est un langage qu'il ne faut pas tenir. Et puis, parlant de boutade, le professeur Ifam Diogbenou a expliqué que le maïs ne sortait plus et que on a interdit l'importation des volailles, etc. Et que pour cela, il faut quand même produire en quantité suffisante au Bénin. Et pour en produire, qu'est-ce que les coqs mangent? Les coqs mangent du maïs. Donc la quantité aurait augmenté à ce niveau et que c'est cette quantité qui aurait... non, je pense que... Causer la cherté du Non, je pense que il accuse les coqs. Non, il n'accuse pas les coqs. C'est peut-être pour arracher un petit sourire à la population. Je pense que c'est vraiment dans ce contexte. J'ose croire que c'est dans ce contexte-là qu'il a dit, sinon ça ne peut pas faire office d'un argument sérieux quand on est confronté à la difficulté à laquelle nous sommes confrontés là. Et donc, vous voyez, c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. On peut dire que c'est juste une erreur qui s'est glissée. Sauf s'il revient lui-même nous expliquer comment ce mécanisme-là marche, comment le fait que les coqs, soient la cause... Bon, peut-être les coqs du Niger, puisque les maïs partaient au Niger. Non, moi j'ose croire, connaissant le procès Ifam Diogbenou, j'ose croire que c'est une erreur qui s'est glissée. Sauf si lui-même, il revient avec insistance nous expliquer... Nous parlons d'un avocat, hein, ils ont les arguments pour vous convaincre. Oui, justement, c'est sur les arguments qu'il va étaler qu'on pourra savoir, qu'on pourra juger du sérieux de ce qu'il a dit ou pas. Sinon, moi, j'estime que ça ne fait pas partie des arguments sérieux qu'il a avancés pour justifier la cherté de la vie. C'est certainement une erreur qui s'est glissée. La cherté du maïs. Oui. Et puis, Dakar dit que les plus grandes armes sont capables des plus grands vices. Donc, on peut comprendre que cette erreur se soit glissée dans ces explications. Sinon, ça ne peut pas justifier ce que nous vivons là. Tout cela réuni pour seulement nous en arrêter à ces exemples, Diogbenou, ses propos, Talata, ses propos. Cela pose un problème de coordination des langages, un problème d'éléments de langage, un problème de briefing des délégations qui devraient aller au contact des populations. Nous n'avons aucune leçon à donner à qui que ce soit, mais nous ne méconnaissons pas en matière de
communication, en matière de stratégie de communication politique au contact des populations, ça veut dire quand même qu'en amont, il n'y a pas eu un travail qui a été fait en ce qui concerne les éléments de langage, Oumar. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. En ce qui concerne les éléments de langage, il y a réellement un travail qui doit être fait également. Parce que chacun dit ce qu'il veut, comme il le pense, comme il... Voilà. Et finalement, quand on se pose et qu'on essaie de lire entre les lignes, on essaie d'aller au-delà des propos, quelquefois ça fait sourire. Vous voyez notre confrère qui tourne un peu en ridicule les propos de Maître Diogbenou. Il dit Diogbenou accuse les coqs. Bon, vous voyez, il faut faire attention. C'est notre confrère qui le fait. C'est pas intéressant comme ça. Et on sait que lui veut tourner en ridicule cette histoire. Mais en réalité, c'est vrai que ça peut prêter à sourire. Parce que, à moins que, entre-temps au Bénin, il y a eu l'installation. Il y a eu l'installation. A été suffisamment préparée. Voilà. Est-ce que ça a été suffisamment préparé? On a les preuves que finalement, même si la tournée était suffisamment préparée, peut-être les hommes qui vont sur le terrain, peut-être n'ont pas été suffisamment préparés. On ne leur a pas donné tous les éléments de langage qu'il faut. On ne leur a pas donné toutes les lignes qu'il faut suivre pour ne pas faire des écarts de langage, des écarts d'analyse, des écarts d'explication. C'est très important également, parce que c'est sur ces faits-là également que nous sommes sur le terrain politique. C'est sur ces faits que les opposants politiques voilà, vont pouvoir réagir. Ils vont saisir la balle au rebond et leur retourner ça. Voilà, donc c'est important de pouvoir faire attention à tout ce que nous disons. Les coqs, permettez-moi de le dire, les coqs, on mange du maïs au Bénin, ce n'est pas aujourd'hui. Avant même que le Bénin ne soit appelé Bénin, depuis les temps immémoriaux, les gens cultivaient et donnaient aux coqs et mangeaient également. Mais est-ce qu'entre-temps, ils ont installé, je ne sais pas, comment on appelle, des industries où on élève des volailles de manière massive? Je ne sais pas. Si c'est le cas, ça peut s'expliquer. Si c'est le cas, ça peut s'expliquer. Sinon, on sait, ça coûte ce que ça coûte, le fait de donner à manger à nos... Et depuis toujours, nos parents ont toujours élevé des animaux. Et ils leur donnent à manger. Et c'est ce que nous cultivons que nous leur donnons à manger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est vrai que c'est un peu trop simple, cet argument-là, que lance le Maître Diogbenou, le président donc, de l'Union progressiste Le Renouveau. Voilà. Donc, il faut coordonner, comme vous l'avez dit, les éléments de langage, parler d'une même voix, parler peut-être pas avec les mêmes mots, mais il faut que les vocables traduisent exactement les mêmes idées pour qu'on puisse savoir que non, ce gouvernement, on ne va pas comme ça parler n'importe comment. Il nous a déjà habitués à un certain sérieux, ça, en tout cas ce régime. C'est le rôle de tous les experts en communication qui sont dans ce gouvernement ou autour de ce gouvernement. C'est à eux d'agir. Il y a des journalistes dans ce gouvernement-là, voilà, c'est ce que je le dis, et vous savez qu'il y a... Voilà. Donc, il faut que ces personnes-là montent au créneau et qu'on leur donne la parole. Il y a des communicants dans ce gouvernement-là. Il faut que ces personnes-là montent au créneau et qu'on leur donne la parole pour qu'ils briefent, comme vous l'avez dit, tous leurs confrères, enfin, tous leurs collègues qui travaillent avec eux au gouvernement pour qu'on ne fasse pas des écarts donc, de langage. Faisons très attention, nous sommes à la veille de grandes échéances. Les adversaires politiques ne vont pas hésiter à leur retourner ça au visage et ça serait bien malheureux alors qu'il y a des choses qui sont faites par ce gouvernement, enfin, qui sont de très bonnes factures que nous devons vendre. Si c'est des petites choses comme ça qui vont venir finalement rabaisser le débat, ce n'est pas très intéressant. Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord avec Oumar? Oui, partiellement. Oui, partiellement. Je veux croire que le gouvernement ne peut pas initier une tournée sans faire une préparation. Certainement qu'il y a eu une préparation, mais peut-être c'est au niveau de la coordination. De manière à ce qu'on n'ait pas des boutades, comme tu l'as dit tout à l'heure. En face des populations, quel est le discours qu'on doit tenir? En face des populations, qui doit prendre la parole? En face des populations, en face de cette cible-là, qui doit y aller? Il faut pouvoir spécifier les choses. Et ça, on ne l'a vraiment pas senti. Est-ce qu'il suffit d'être ministre pour aller sur contact des populations? Il ne suffit pas, il faut des spécialistes. Parce qu'on est là en communication politique. Et il suffit qu'une petite erreur s'y glisse pour que tout chamboule. Tout s'emballe. Voilà, donc je pense que pour les fois à venir,
il faut penser à des spécialistes de la communication politique. Et je disais tout à l'heure, on l'a dit ici en plateau, qu'il faut associer les professionnels des médias qui ont quand même des outils en matière de communication politique. Et voyez-vous ce que le confrère a écrit. Ce que le confrère a écrit. Voyez, il tourne les propos en ridicule. Et puis, ça, la seule suffit pour tout gâter. Pour tout gâter. Donc, je pense qu'il faut pouvoir associer les professionnels des médias. Il est temps. Ce régime-là est à deux ans ou un peu plus moins de sa fin. Il faut aujourd'hui que les journalistes, parce que l'information est un droit constitutionnel. Et ce sont les journalistes qui le droit à l'information. Voilà, le droit à l'information est un droit constitutionnel. Ce sont les journalistes qui font ce travail. Il faut que ce gouvernement ait un regard sur les journalistes, c'est important. On ne peut pas faire une tournée sans une implication effective des professionnels des médias. Ce sont eux qui doivent accompagner le mouvement pour que les éléments de langage qu'on doit utiliser pour disséminer l'information au sein des populations, que cela se fasse avec professionnalisme. Ça, là, c'est vraiment important. Ce n'est pas de regrouper quelques individus et de leur donner quelques prébendes pour s'assurer que cela se fera. Il faut une masse pour atteindre la masse. Ça, c'est vraiment important. Oumar, vous voulez réagir? Voilà, ce que je voulais dire, c'est ajouter un petit, compléter ce que mon confrère Stéphane vient de dire. C'est que quand vous envoyez les gens sur le terrain, envoyez les personnes qu'il faut là où il faut. On est d'accord. Donc, quand un bon communicant est devant, cela n'empêche pas que les membres du gouvernement soient là pour donc des explications beaucoup plus techniques, parce que c'est eux qui ont la main qui ont la main à la pâte, comme on dit. Voilà, c'est eux qui font vraiment le boulot, c'est eux qui peuvent expliquer de manière convenable, de manière correcte, comment on appelle, les aspects les plus techniques de chaque action du gouvernement. Maintenant, on l'a dit, on l'a suffisamment dit. Je pense qu'ils commencent à nous écouter. Avant, on n'avait pas vu toutes ces personnes-là. Maintenant, on commence à voir un certain nombre de visages, des gens qui ont l'habitude donc de parler aux populations. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas de faire un travail pour le gouvernement et voilà, ça suffit pour pouvoir donc aller s'exprimer devant la population. Il faut faire très attention. Il y a des propos auxquels on ne fait pas très attention. Il y a des propos, on peut dire entre nous pour rire, mais devant le peuple, il faut faire très attention, les gens vous prendront au mot et ce n'est pas très intéressant. Et je le dis avec beaucoup de conviction, beaucoup de fierté. Ce gouvernement fait beaucoup de choses pour cet État. Ce gouvernement a régulé pas mal de choses. Maintenant, ce que disent les populations, c'est qu'il faut que ça se ressente également dans le panier de la ménagère. Parlons des populations, oui, cette tournée au contact des populations n'a pas été que la participation des politiques, mais également des populations. Il y a eu de l'ambiance. Suivons un extrait de cette ambiance, le morceau choisi. Suivons.
Nous avons voulu vous faire vivre l'ambiance à Diakotomé. Ça a été à peu près l'ambiance un peu partout. Il y a encore quelques années, nous avons vu le président de la République lors d'une de ses sorties qui était en train d'être observé par les populations. Il a tenu un propos. Mikudo Sourousia. Ici, on voit bien les dames habillées en uniforme et c'est pratiquement ces personnes-là qui réagissent aux cris, qui animent, qui dansent. Est-ce que cela exprime véritablement la joie de toute la population? Est-ce que c'est réellement les ressentis des populations? Stéphane. Oui, je veux déjà dire qu'il ne faut pas occulter l'idée qu'à ces genres de séances, c'est souvent les militants. Les militants qui sont conviés. Et quand on sollicite les militants, on peut savoir toute la préparation qu'il peut y avoir avant, en amont ces genres de trucs-là. Parce qu'on ne veut pas... c'est vrai que ce n'est pas forcément des militants, mais il peut y avoir d'autres. Parce que j'ai suivi dans d'autres régions, il y a eu des vérités quand même qui ont été dites. Il y a des gens qui ont sorti des propos peut-être auxquels la délégation officielle... On peut citer Alekwe Raoult, par exemple, qui a dit un truc. Vraiment, moi, j'ai admiré... C'est parce qu'il n'y a pas d'artistes au Bénin pour les Vaudoundés, on va chercher des artistes à l'extérieur. Justement. Et puis, donc, quand on se base sur ces choses-là, on peut dire que Diakotomé a été vraiment quand même peut-être un cas assez spécial. Et n'oubliez pas, il y a aussi un autre élément. Lors des élections passées, vous voyez, tout le score qui a été fait par l'UP dans cette région-là. L'UP a fait carton plein. Voyez-vous. Donc c'est normal que dans cette zone-là, il y ait cet enthousiasme-là. Mais dans d'autres régions, par exemple, il n'y aurait pas forcément. Madame Tchabi Talata est allée à Alada. Vous avez vu des voix dissonantes qui se sont levées pour dire « Ah nous, il a fait ci, mais on aurait voulu encore plus ». Donc ça va varier d'une région à une autre. Voyez-vous, c'est comme ça, moi, je fais la lecture. Vous avez suivi un peu l'ambiance? Oui, j'ai suivi cette ambiance-là, particulièrement de Diakotomé, que vous avez passé tout à l'heure. Mais ce qu'il faut remarquer, il faut déjà analyser même les images elles-mêmes. Vous allez voir que c'est un groupe de femmes. C'est des gens qui sont en prestation, en réalité. Je ne dis pas forcément qu'on leur a donné quelque chose. Peut-être qu'elles expriment elles-mêmes leurs convictions, mais une chose est sûre, c'est une prestation d'un groupe de femmes. Et le monsieur qui harangue la foule, le chauffeur de salle, mais lui, on sait que lui, il est en train de prester également. Voilà, donc eux, ils font leur boulot pour donner une ferveur, on va dire, un peu festive à tout ceci. Oui, pour que l'ambiance soit la plus décontractée possible. Ouais, c'est de bonne guerre. On veut vendre un bilan, on veut vendre un travail qu'on a eu à faire. Bon, c'est normal qu'on arrive à le faire, mais cela ne traduit rien absolument de ce que pense la population. Parce que quand vous regardez bien la salle, c'est ce groupe de femmes-là qui lèvent la main, qui disent « Akpinao, oui, on est d'accord avec... » Enfin, on remercie le président et tout. Donc, il faut faire très attention pour les politiques qui peut-être vont regarder ça et qui vont se dire « Ah, mais finalement, les gens... » Non, c'est pas ça. Il faut aller au-delà de ça. Je veux juste ajouter qu'il ne faut pas oublier que cette tournée s'inscrit également, au-delà de la réédition de comptes, s'inscrit également dans une logique de communication politique. Donc il faut comprendre que à quelques endroits, on puisse orchestrer ou organiser ce genre de choses pour montrer que c'est quand même bon. Ensuite, on ne va pas forcément dire que le régime actuel n'a rien fait qui puisse mériter ses apologies, ses louanges, parce que d'une manière ou d'une autre, ce régime a quand même fait des choses merveilleuses, somme toute, qui pourraient amener les populations à avoir... Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Monseigneur Gagné qui l'a dit. Ce régime a fait des choses merveilleuses. Le décompte a commencé, est-ce que vous le voyez au bas de l'écran? Absolument. Donc je pense que... Ce que moi je voudrais juste ajouter très rapidement, finalement, très rapidement, mais en train de m'échapper. Bon, on va y revenir parce que moi, les secondes sont en train d'être décomptées, je veux profiter. Alors nous allons sortir par une subtilité. Nous avons l'habitude de voir souvent des gens venus annoncer peut-être des plans qui se trament par le gouvernement. On a entendu déjà une fois Dakwe Soussou dire des choses. La suite, on a entendu récemment l'honorable, permettez-moi son nom, l'honorable
à Porto-Novo avant le vote du code électoral. Je vais y revenir. À Renvoie-Blanc, merci. On a entendu dire des choses et nous avons vu après la suite. Talata, qui parle de 3e mandat, est-ce que quelque chose se prépare, Oumar? Non, à mon avis, il n'y a pas de polémique à faire autour de cette histoire. Polémiquer, moi je pense que c'est... Est-ce que ce n'est pas des expressions non, mais écoutez, même si... qui constituent l'arbre qui cache la forêt? Même s'ils le pensent, les Béninois sont... Enfin, on est suffisamment mûrs au Bénin déjà, on fait de la politique. Enfin, nous sommes un État démocratique. Depuis, non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas du tout que certains puissent dire des choses. Mais écoutez, c'est comme quand vous dites, Maury, il le fait tellement bien que je me dis que les 40 et quelques minutes qu'on a passées ici ne sont pas suffisantes. Il faut que Maury continue un peu. Voilà. On va tous sourire. D'ailleurs, même Stéphane sourit. Vous souriez également. Voilà. Donc, moi, je dis, je répète, c'est une boutarde que la dame a lancée. C'est juste pour rire. Ah, donc vous avez aimé ce qu'il a fait. Il n'a pas fait suffisamment. Mais pourquoi pas? Laissez-le venir encore alors. Voilà. Et on rit. Bon, c'est dans nos manières de faire entre nous ici au Bénin. C'est normal qu'elle puisse de temps en temps lâcher des petites choses comme ça. Ça fait partie de la décontraction aussi qu'il faut avoir. Maintenant, si ça gêne des obédiences politiques, il n'y a pas de raison qu'ils ne l'expriment pas aussi. Nous sommes dans un état de droit où il y a la liberté d'expression, qu'ils l'expriment, qu'ils interpellent les juridictions qu'ils doivent interpeller. Bon, allons-y, faisons donc les choses dans les normes. Voilà, c'est tout. Lorsqu'on sait que le chef de l'État récemment s'est séparé de certains de ses proches avec grand P, et que Jabi Talata parle de 3e mandat, est-ce que ça ne laisse pas réfléchir? Non, je veux souscrire à la même idée pour dire que non, ça ne devrait pas faire penser à ça. Un mot vous manque. Non, ça ne devrait pas faire penser à ça parce que je veux dire que si on pense dans ce sens, c'est que nous-mêmes, implicitement, nous nourrissons des archétypes qui risquent de se retourner contre nous. Pas parce que on peut imaginer un peu les raisons qui ont fait que certains acteurs de premières heures se sont séparés du chef de l'État. Peut-être une affirmation les raisons sont connues. Une affirmation un peu plus tôt. Les raisons sont liées à 2026. Voilà, la cession au pouvoir en 2026. Voilà, donc je pense que ce n'est pas pour le maintien au pouvoir du chef de l'État. Le chef de l'État a été clair, et même s'il n'était pas d'accord, la Constitution ne lui donne pas le droit de revenir. Il n'aura pas... C'est-à-dire que c'est comme si, nous-mêmes là, si on fait ce débat, c'est comme si on veut lui ouvrir une brèche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Constitution est claire. Il ne peut plus revenir. Il ne reviendra pas. Et lui-même est d'accord qu'il ne reviendra pas. Maintenant, il est en fin de mandat. C'est normal que certaines déclarations suscitent une certaine forme de phobie chez les adversaires politiques. Mais c'est normal que nous creusons aussi. Oui, c'est normal que nous creusions aussi pour jouer aux veilleurs ou aux éveilleurs de conscience, pour que chacun se prépare pour dire ça là, ça ne peut pas arriver au Bénin et ça n'arrivera pas d'ailleurs. Et puis moi je dis, il ne faut pas s'éterniser du tout sur ce débat-là, ça n'a pas de sens. Que les obédiences Vous préférez être surpris par le débat? Non, il n'y a pas de débat à faire à ce niveau. Il est fort clos. Il est fort clos, c'est la Constitution qui le dit. Il ne reviendra pas, et lui-même l'a reconnu. La Constitution, c'est une Bible. C'est plus qu'une Bible. C'est plus qu'une Bible pour le Bénin. C'est ça qui nous porte, c'est ça qui représente le Bénin. Voilà, donc il ne reviendra pas, ça c'est déjà un débat qui est déjà classé. Que chacun prépare ses troupes. On ne réécrit pas la Bible, mais la Constitution, on peut la réécrire. Oui, normalement, ça c'est autre chose, parce que la société change, parce que les hommes changent, parce qu'on a besoin d'autre chose. Il faut changer le pays, on peut changer la Constitution dans ce sens-là. On ne va pas changer la Constitution dans le sens où il faut maintenir quelqu'un au pouvoir, ça c'est mauvais. Moi je dis aux opposants politiques d'aller réfléchir à comment faire pour nous faire connaître leur candidat le moment venu, choisir les bonnes personnes qu'il faut, et que le président aussi travaille à nous faire connaître son dauphin comme cela se doit. Et ceux qui ont quitté le gouvernement, pourquoi ils ont quitté? Ils n'ont qu'à nous dire aussi, voilà, nous sommes dans un État démocratique. Voilà. Nous, les Béninois, on veut faire de la démocratie. Et nous avons un chef d'État démocrate, voilà. Donc il va pouvoir respecter la Constitution. On va demander alors aux membres des partis, les démocrates,
De ne pas s'en faire, donc de laisser... Non, moi je ne dis pas, je ne dis pas de ne pas s'en faire. S'ils veulent, il y a des juridictions, je le dis, je le répète, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais une chose est sûre, il n'y a pas de débat à faire autour. Allez devant les juges, dites ce que vous voulez, et non, on suit. Oumar Deandjou, Stéphane Ahinou-Rossou, merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Nous avons conduit ce débat en 52 minutes. Le temps est allé très vite. Très vite. Vous-même, étant sur le plateau, vous avez vu que ce fut un débat intéressant. Vous l'avez dit. On aurait aimé comment on appelle, que Maury continue un peu plus le débat au-delà du temps qui est fini. Que je fasse un troisième. Allez, merci à toutes et à tous qui avaient eu beaucoup d'engouement ou d'intérêt pour cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Oui, partagez l'émission, likez surtout, faites vos commentaires. Et merci donc à Marcel Yedo qui a conduit de main de maître cette émission à la réalisation. Je voudrais remercier également au son Gérard Roussa. Je voudrais remercier toute l'équipe dans l'ombre. Et c'est Martin Toïnse, c'est Modeste Roundekmondi. Et dans ce studio, à ma droite, c'était Stéphane Ahinou-Rossou. Il est donc journaliste, analyste politique, rédacteur en chef L'Autre Vision. Merci d'être venu. Merci, Maureen. À ma gauche, Oumar Deandjou, journaliste, analyste politique. Merci d'être venu. Je vous en prie, merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi. Merci pour l'apaisement. Vous nous avez rassurés. soyez sûrs, soyez tranquilles. Le Bénin est un État démocratique. Merci à toutes et à tous. Bonne suite de nos programmes et prenez du plaisir. Bon week-end à toutes et à tous.